Bonjour à tous. Donc, vous êtes au webinaire cartographie des risques de non-conformité. Quel lien entre les fonctions risques et conformité? Donc, nous allons nous présenter. Donc, je me présente. Donc, je suis Stéphanie Royer, responsable formation à l'Institut du risque management, donc filiale de formation de l'Institut des actuaires. Donc, je m'occupe principalement des formations à l'IRM, hormis le certificat d'expertise actuarielle, et dont cette formation que je m'occupe en partenariat avec Dauphine. Yoris, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Yoris Pujol, donc je suis ravi effectivement de participer à ce webinaire. J'ai 18 ans d'expérience dans la gestion des risques en banque et en assurance, et en particulier depuis quelques années en risque opérationnel. Et à ce titre-là, effectivement, je travaille en étroite collaboration avec des directions de la conformité. Je suis actuellement responsable des risques opérationnels au sein du groupe Caisse des dépôts. Donc, je vais vous présenter donc rapidement les différentes parties de ce webinaire. Donc, rapidement, on vous présentera la formation conformité et assurance, d'où elle a commencé à être élaborée avec le partenariat de Dauphine Executive Éducation. Il y aura la partie donc, de Yoris Pujol qui va nous expliquer une cartographie des risques de non-conformité. Et je repasserai après pour vous expliquer tout simplement les modalités d'inscription de la prochaine formation qui aura lieu, donc, comme je le disais, qui démarrera le 12 septembre 2024. Donc sur le partenariat, cette formation est issue en fait d'une collaboration avec Dauphine, notamment par rapport à leur certificat conformité financière qui existe depuis plusieurs années. Et donc, on a voulu connecter cette formation avec la formation IRM plutôt liée aux enjeux de l'assurance, ce qui fait qu'on a un programme qui va se faire sur 9 jours, avec 6 jours côté Dauphine et 3 jours côté IRM, très spécifiques, donc du coup, sur les enjeux des assureurs. Donc, cette formation est faite, comme je l'expliquais, sur 9 jours avec différents modules. Donc, vous allez avoir une présentation la première journée en gros, qu'est-ce que le poste de responsable conformité. Vous aurez différents modules faits par Dauphine, assez au sens large de la conformité. Et après, euh, pardon. Et après, d'autres aspects liés à l'assurance où il y aura différents intervenants experts de différentes entreprises d'assurance donc très connues. Vous aurez AXA, Allianz, la CPR, l'AMF, Covea, etc. Donc des intervenants très experts dans le domaine. Bah, je laisse du coup Yoris faire ta présentation sur la cartographie. Très bien, merci, merci bien. Alors, donc peut-être ce qu'on peut commencer. Donc l'idée, c'est que ce soit un petit peu interactif. Je pense qu'on va avoir une vingtaine de minutes de présentation et n'hésitez pas à poser des questions. Donc j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau bien volontiers par le chat peut-être, hein, Oui, tout à fait. voilà. Donc peut-être en premier lieu, on peut peut-être commencer tout simplement par resituer ce qu'est une cartographie des risques, hein, puisque les cartographies donc, des risques de non-conformité s'inscrivent dans le cadre d'un exercice désormais assez routinier de cartographie des risques, un exercice généralement annuel au sein donc, des institutions financières, qu'il s'agisse de compagnies d'assurance ou établissements de crédit. Donc la cartographie des risques qui est un outil qui est généralement produit par la direction des risques, donc avec de multiples contributions, dont évidemment la contribution des fonctions clés de vérification de la conformité sur les risques de non-conformité, et donc qui est produit à destination d'abord des métiers eux-mêmes, des directions opérationnelles, hein, ce qu'on appelle en première ligne de défense, puisque vous savez donc qu'on a en première ligne de défense les directions opérationnelles qui sont propriétaires de leurs risques, comme on le dit habituellement, direction des risques et direction de la conformité qui, pour le coup, constituent la deuxième ligne de défense avec
une fonction, donc un regard indépendant. Et puis ensuite, effectivement, une troisième ligne de défense autour du contrôle périodique et ce qu'on appelle en général donc l'audit interne ou les fonctions d'inspection générale en fonction de la taille et de la complexité des institutions financières concernées. Donc, un outil de cartographie qui est donc, je le disais, destiné d'abord aux métiers eux-mêmes, aux directions opérationnelles, puisque en étant propriétaires de leur risque, ils sont responsables de leur maîtrise. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver effectivement déjà à établir un premier niveau de dialogue avec ces métiers pour leur faire prendre conscience et les impliquer dans l'évaluation de leur propre risque. Ensuite, ces cartographies-là, elles sont consolidées à différents paliers, consolidées de sorte effectivement à pouvoir proposer à la direction générale, en général dans ce qu'on appelle un comité des risques, comité des risques groupe, voilà, différentes appellations possibles, mais à la direction générale pour, dans une formation donc, comité des risques, pour donner une vision globale, macro, de l'ensemble des risques auxquels l'institution fait face, et pour aider, on va le voir ensuite, à la prise de décision. Et puis enfin, à destination généralement également de la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est qui? La gouvernance, c'est eh bien, un comité d'audit et des risques, par exemple, un conseil d'administration, des administrateurs, une commission de surveillance, en fonction de la structure juridique de l'institution financière. Voilà, donc qui constitue du coup un outil là aussi mis au profit de cette gouvernance pour pouvoir éclairer là encore la prise de décision ou en tout cas le rôle des administrateurs. Alors en quoi ça consiste une cartographie pour ceux qui n'en ont jamais vu en général, hein, ça se traduit par un aspect très synthétique et très graphique, c'est-à-dire une carte de chaleur où vous avez en général un cadran avec d'un côté en ordonnée donc la fréquence, en abscisse la gravité, le niveau de sévérité effectivement des risques, et puis on positionne chacun des risques donc sur cette carte de chaleur avec différents niveaux, vert, jaune, orange, rouge, noir, en fonction de la méthodologie qui est retenue. Donc une carte de chaleur, l'idée c'est d'avoir quelque chose de simple, de didactique, je dirais, et de synthétique, puisque vous avez compris qu'en fonction effectivement, enfin, compte tenu du public qui est visé, évidemment, l'objectif, c'est la synthèse, l'objectif, c'est de porter des messages clés, et bien évidemment, on ne s'adresse pas à des spécialistes de la gestion des risques, donc il faut que le support soit facilement compréhensible par des non-sachants aussi professionnels et experts soient-ils. Pourquoi est-ce que l'on fait une cartographie des risques? On établit une cartographie des risques tout simplement pour hiérarchiser les sujets entre eux. Je crois que c'est ça le maître mot, c'est la hiérarchisation des sujets. Et pourquoi est-ce qu'on hiérarchise les sujets? Pourquoi est-ce qu'on cherche à établir cette liste ordonnée? Eh ben, tout simplement pour aider le lecteur, donc encore une fois, la direction générale, d'abord le métier, puis la direction générale, puis enfin la gouvernance, aider à la décision. Donc la cartographie des risques, c'est effectivement un outil de communication. Un outil de communication qui du coup est établi en général une fois par an. Alors, parfois, dans certaines entités, ça peut être actualisé 2 fois par an. En général, c'est au moins une fois par an. Et en stock, c'est-à-dire une fois par an, on rebalaye l'ensemble des risques. Des risques, il peut y en avoir en fonction du niveau de granularité auquel on se situe. Il peut y en avoir des dizaines, voire des centaines, parfois des milliers. Quand on est à un niveau très granulaire, métier, au sein, à l'échelle d'un service ou d'un département. Évidemment, quand on remonte à une direction générale, on agrège. On n'arrive pas avec un millier de risques devant une direction générale. Là, on essaie d'avoir plutôt quelques dizaines de risques au maximum. Donc, une revue annuelle en stock, où on rebalaye l'ensemble des risques. Et puis, ça peut être éventuellement complété dans des reportings infra-annuels, semestriels, trimestriels, voire même mensuels, effectivement d'une revue plutôt en flux, c'est-à-dire lorsque l'on a un événement de risque suffisamment matériel qui survient, à ce moment-là, on peut être amené à communiquer sur une évolution significative d'un risque donné pour alerter sans attendre l'année suivante au moins le comité des risques, la direction générale, de cette évolution, en particulier s'il s'agit d'une dégradation. Alors ça peut venir de quoi? Ça peut venir tout d'un coup de résultats de contrôle qui mettent en lumière une défaillance particulière, qui expose
un niveau de risque très élevé. Ça peut être également consécutif à un incident opérationnel et de non-conformité qui, là aussi, révèle un risque avéré dont on n'avait pas nécessairement connaissance. Ça peut être le résultat d'un audit avec des recommandations fortes, ça peut être le résultat d'une mission d'inspection ou une sanction, bien sûr, d'un superviseur, un CPR, BCE. Voilà, autant d'événements de risque qui, en effet, sont susceptibles de nécessiter une information rapide sans attendre, évidemment, l'actualisation complète de la cartographie l'année suivante. Alors, l'intérêt de la démarche, c'est bien sûr de bénéficier d'une vision précoce et proactive des risques de façon générale et des risques de non-conformité en particulier. L'intérêt de la démarche, c'est de couvrir l'ensemble des risques qui ont été identifiés et donc de réduire l'incidentologie. Alors, quand on dit réduire l'incidentologie, c'est quoi? C'est réduire le risque avéré. Ça se traduit soit par une réduction de la fréquence des incidents, c'est-à-dire effectivement on a un incident qui est d'occurrence par exemple mensuel ou trimestriel, on va chercher effectivement à réduire la fréquence d'occurrence, à faire en sorte que cet incident ne se reproduise pas ou le moins possible. Ça peut être aussi réduire, si on n'arrive pas à réduire la fréquence, ça peut être de réduire la gravité, de réduire son impact financier ou non financier, on y reviendra, de sorte à ce que si jamais l'incident se reproduit, effectivement, il sera peut-être moins grave que la première fois. Voilà, évidemment, on peut aussi agir sur tous les tableaux à la fois parfois, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a la main sur la fréquence, parfois, on a la main, en tout cas plus facilement, sur la gravité, c'est-à-dire c'est pas grave, l'incident va se réduire, mais par contre, on saura le gérer et on va en limiter sa portée. Parfois, on arrive à jouer sur les deux paramètres à la fois. Et puis, bien entendu, ça a aussi un autre bénéfice qui est de protéger la réputation de l'institution, puisque vous le savez, en matière de conformité, le plus souvent, les impacts ne sont pas financiers, même si on parle d'une sanction à dans le pire des cas, et ça n'arrive pas chaque année, heureusement, à quelques dizaines de millions d'euros. En soi, le plus important n'est pas l'enjeu financier. 10 millions d'euros pour une institution financière d'une taille et d'une activité extrêmement complexe, c'est pas grand-chose finalement, rapporté au résultat qui peut être de plusieurs milliards. Mais en revanche, évidemment, là, vous avez un effet de réputation qui est assez critique, assez aigu, et donc une sanction de 10, 20, 30, 50 millions d'euros, pour le coup, en termes de réputation, ça fait des ordres, et donc c'est ce que l'on cherche évidemment à éviter. Ça fait des ordres vis-à-vis des clients, tout simplement déjà, hein, parce que quand vous venez souscrire un contrat d'assurance, placer votre épargne auprès d'une institution qui est épinglée par le superviseur, évidemment, vous pouvez être incité à avoir une réaction, hein, de vous détourner de cet assureur-là, hein, bien évidemment. Vous le voyez aujourd'hui sur les marchés, suite à des annonces d'actualité, où on voit aujourd'hui des fluctuations sur les cours de bourse des principaux acteurs financiers qui sont cotés. Donc évidemment, on n'aime pas l'instabilité, on n'aime pas l'incertitude, et que ce soit les investisseurs, mais aussi les clients. Et puis aussi dans la relation qu'on a avec le superviseur, là aussi, avoir la sanction, c'est pas bon, parce que non seulement il y a la sanction, mais en plus, en général, ça s'accompagne d'un durcissement sur le niveau d'exigence de fonds propres, puisque vous savez que le niveau de fonds propres est à la fois issu d'un calcul réglementaire, hein, la fameuse formule standard ou les fameux modèles internes qui permettent d'évaluer le niveau de fonds propres, mais vous avez aussi, au titre du pilier 2, au niveau de la réglementation prudentielle, et en particulier solvabilité 2, des exigences de fonds propres additionnelles qui peuvent être imposées par la CPR, conformément au niveau de maturité du dispositif de gestion des risques et donc de risque de non-conformité qui est évalué par la CPR. Voilà, donc effectivement, des effets de réputation qui ne sont pas à négliger. Alors, je le disais, la cartographie, c'est une cartographie des risques, d'abord, dans laquelle on va retrouver des risques, bien sûr, de non-conformité. Ce sont des fonctions qui, même si risque et conformité font partie de la deuxième ligne de défense, ont un ADN, je dirais, en partie commun. Il y a aussi, il faut le constater, des différences dans les objectifs mêmes que poursuivent une direction des risques, une fonction de gestion de risque et une fonction de vérification de la conformité. Une fonction de gestion de risque, le but c'est quoi? C'est d'identifier les risques, de les évaluer, de mettre en place des stratégies de maîtrise et de les suivre. En général. Et puis vous allez trouver
selon l'organisation qui est retenue par les institutions financières et par les assureurs, vous allez pouvoir, mais c'est moins systématique, y retrouver d'autres fonctions, comme par exemple le suivi des risques à l'engagement, le suivi des risques d'investissement, ça en général c'est quand même souhaitable. Et puis vous pouvez aussi y retrouver, parfois c'est à l'actuariat, parfois c'est à la finance, le calcul du capital réglementaire et des exigences de marge de solvabilité. La fonction de vérification de la conformité, c'est une fonction dont le tropisme est un petit peu différent, puisque vous voyez bien qu'on n'est pas sur la mesure et le suivi des risques, on est vraiment sur la vérification. Dans le titre même, déjà, tel que dans la réglementation, vous le retrouvez sur une fonction de vérification de la conformité. Donc ça veut dire qu'on a un tropisme qui déjà est beaucoup plus axé sur les opérations d'assurance, vérifier que les opérations d'assurance effectivement sont bien conformes, mises en œuvre conformément à la réglementation. Donc c'est bien la conformité qui assure la conformité des processus aux lois et aux réglementations. À ce titre, évidemment, la fonction de vérification de la conformité réalise habituellement un peu toute la veille réglementaire, au moins sur les réglementations dites de conformité bancaire et financière, assurance. Et puis, les fonctions clés de vérification de la conformité réalisent aussi, en général, les diligences de sécurité financière, et par là, on entend tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent, les financements du terrorisme, et puis d'autres réglementations qui émergent depuis quelques années. En particulier, je pense à tout ce qui est Sapin 2, lutte contre tous les comportements et phénomènes de corruption. Donc vous voyez déjà des approches qui sont un peu différentes avec, si je prends un peu de hauteur finalement, en termes de réflexe, en termes de culture, en termes d'approche, une fonction de gestion des risques qui est plutôt en vision, supervision globale, en pilotage, en oversight, je dirais. Et puis de l'autre côté, des fonctions de vérification de la conformité qui souvent ont un ADN qui est plus siloté par typologie de réglementation propre à un risque de non-conformité en particulier. Et donc ça introduit des postures qui sont un petit peu différentes, des réflexes qui sont un petit peu différents et qui vont nécessiter de s'articuler malgré bien sûr à la fin un ADN qui est quand même et un objectif qui est quand même commun, qui est en tout cas convergent, je dirais, plus que commun. Le fait que, in fine, risque et conformité, nous restituons toutes deux, je dirais, au comité des risques en général, et à tout le moins aux organes de gouvernance, pour à un moment donné aider à la prise des décisions par l'émission d'avis de risque indépendants. Donc ça, c'est vraiment un point qui est convergent et qui fait que nous avons un intérêt du coup à nous articuler, puisqu'évidemment, pour une direction générale ou pour un conseil d'administration, il est inenvisageable d'avoir d'un côté la vision des risques, de l'autre côté la vision de la conformité, et que les uns et les autres ne se parlent pas entre eux. Voilà. Et puis, bien entendu, aussi des objectifs qui peuvent être convergents sur tout ce qui est conformité aux opérations, des opérations, aux politiques qui sont mises en place, puisque vous avez également le rôle du contrôle permanent qui parfois est situé dans une fonction conformité, parfois est situé dans une fonction risque, le plus souvent maintenant dans une fonction risque, mais qui là aussi, à chaque fois qu'on vérifie, qu'on réalise le contrôle des opérations, on s'intéresse à la maîtrise des risques opérationnels dans leur ensemble, mais aussi, by the way, par le fait, effectivement, on s'intéresse également au point de suivi et de conformité à la réglementation. Et puis enfin, des pratiques de développement de la culture, risque et conformité, qui sont là aussi complètement complémentaires. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que déjà à ce stade, je regarde le chat, est-ce que à ce stade, il y a des questions? Pas de questions, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas du coup à y répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions à ce stade, du coup, je vais aller pour ouvrir la discussion, j'ai envie de dire, à la troisième idée qu'on voulait développer, c'est finalement comment est-ce que cette articulation doit se mettre en place et à quels enjeux est-ce que effectivement cette articulation doit répondre. C'est dans la slide qui suit. Donc, d'abord, ce qu'il faut dire, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, toutes les fonctions risque et les fonctions conformité n'ont pas
toutes exactement les mêmes objectifs, malgré, comme j'espère que vous l'avez compris, malgré une finalité qui est convergente. Hein. Sa finalité, c'est de produire un avis indépendant pour aider à la décision. Et ça nécessite de hiérarchiser les risques entre eux. Quand on dit de hiérarchiser les risques entre eux, on dit hiérarchiser les risques financiers et non financiers, et au sein des risques non financiers, hiérarchiser également les risques opérationnels, et vous avez une typologie, toute une série de risques opérationnels, et les risques de non-conformité, vous en avez aussi différents niveaux. C'est ce qu'on appelle la taxonomie. La taxonomie, c'est quoi? La taxonomie, c'est premier niveau de la taxonomie, risque financier, risque opérationnel, risque de non-conformité. Deuxième niveau de la taxonomie, au sein des risques opérationnels, vous allez retrouver les risques de défaillance des processus à cause d'erreurs humaines, par exemple. Vous allez retrouver des risques de défaillance des systèmes d'information. Vous allez retrouver des risques d'interruption d'activité. Vous allez retrouver des risques de fraude, par exemple. Vous allez retrouver un certain nombre de types de risques de cette manière-là. Et puis, côté non-conformité, là, vous allez retrouver des risques liés, évidemment, à la LCBFT. Vous allez retrouver des risques liés à l'éthique, à la déontologie, à la corruption. Vous allez retrouver des risques juridiques. Voilà, différents risques qui, effectivement, viennent, je dirais, décliner de façon beaucoup plus fine nos cartographies, et en fonction du niveau de restitution que vous voulez faire, vous allez pouvoir rentrer dans le détail, plus ou moins, ou au contraire agréger, un peu comme dans un Excel, hein, vous appuyez sur le petit plus ou le petit moins, et en effet, cela permettra de pouvoir, en fonction du public ciblé, zoomer et dézoomer. Et pour pouvoir zoomer et dézoomer, pour pouvoir donner cette vision globale des choses, on a besoin du coup d'une taxonomie qui soit cohérente. La taxonomie, c'est ça, c'est ce référentiel à plusieurs niveaux de risque. Une cartographie, c'est quoi finalement? Une cartographie, c'est une taxonomie, c'est-à-dire un référentiel de risque, avec une cotation de ces risques, donc une méthodologie d'évaluation de ces risques, et une taxonomie cotée. Si je simplifie un petit peu, c'est ça finalement. Une cartographie des risques, c'est une taxonomie cotée qui me permet d'avoir une carte de chaleur, comme je l'indiquais au tout début de l'intervention, et qui va me permettre effectivement de restituer auprès de ma direction générale de façon cohérente. Là où on a une difficulté, c'est que très souvent, comme on a des approches qui sont différentes, ou dans les fonctions risques, finalement, on a un panel de risques qui est très varié, puisqu'on a des risques financiers, des risques opérationnels. Dans les risques financiers, vous voyez bien qu'on a là aussi un panel très large. Risque de taux, risque de marché, risque de souscription, risque ALM, et puis on peut risque technique. Alors, risque technique, on a vie, on a non-vie, et on décline comme ça de façon presque à l'infini, je dirais. Vous voyez, on a déjà des familles de risques qui sont très, très vastes. Et puis, évidemment, ce sont en général aussi les risques financiers qui ont les impacts financiers les plus importants. À l'inverse, côté des risques opérationnels et des risques de non-conformité, vous allez pouvoir retrouver donc des risques qui vont souvent avoir des granularités différentes. Certains vont vous dire, risque opérationnel, c'est une famille, et on se limite à 3 ou 4 grandes catégories que je vous ai décrites. D'autres vont vous dire, ah non, mais pour les risques opérationnels, on va aller jusqu'à l'analyse très fine de chacun des processus métiers, et on va analyser la défaillance de chacun de ces processus. Donc vous allez vous retrouver avec acte de gestion par acte de gestion, des risques de défaillance de ces processus-là. Bon, en général, ça ne parle pas à un niveau agrégé, donc finalement, on fait 4-5 grandes catégories. Et puis à l'inverse, côté conformité, vous allez développer, parce que finalement, le rationnel, quand on parle de défaillance de processus, le rationnel, c'est un peu le même partout. Et donc, qu'on soit sur un processus de gestion de l'assurance emprunteur, un processus de gestion de l'épargne ou un processus de gestion de produits d'assurance IARD, finalement, à chaque fois, on a une défaillance de processus, c'est tout le temps un peu les mêmes routes causes, les mêmes causes de défaillance qui surviennent. Donc, on peut facilement agréger tout ça dans des catégories qui sont très transversales. À l'inverse, quand on parle de risque de non-conformité, c'est moins évident, parce que, évidemment, trouver la route cause commune
lorsqu'on parle de lutte contre le blanchiment, lorsque l'on parle de déontologie, de corruption, c'est plus compliqué parce que chaque réglementation demande aux institutions financières de mettre en œuvre un certain nombre de diligences spécifiques à chaque réglementation. Et en plus, la plupart du temps, chaque réglementation, ça c'est un peu la tendance depuis, je dirais, LCBFT et Sapin 2, chaque réglementation demande désormais à mettre en place des, euh, des, euh, des cartographies détaillées de risques de blanchiment, de risques de corruption, etc. Et les diligences qui vont être mises en place pour couvrir ces risques vont être modulées, vont être adaptées en fonction je vois le fil en même temps, c'est s'actualiser, pas en fait, c'est juste de s'actualiser, vont être adaptés en fonction du risque qui a été cartographié. Donc naturellement, évidemment, pour ces besoins-là de modulation des diligences, eh bien, les experts des fonctions de vérification de la conformité vont être conduits naturellement à établir des cartographies extrêmement détaillées dans le but, encore une fois, de moduler les diligences en fonction du risque. Et c'est plutôt bien d'ailleurs d'avoir une approche par les risques, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des diligences qui seront poussées lorsque le risque sera élevé, sera fort. En revanche, lorsque l'on est sur des opérations qui, d'un point de vue LCBFT, d'un point de vue corruption, présentent un niveau de risque qui est limité, à ce moment-là, effectivement, on va se dire, on peut mettre en place un dispositif avec des diligences allégées, et c'est plutôt bien parce que du coup, c'est source d'efficacité opérationnelle, et ça évite de gaspiller de l'énergie, du process, des ETP, du projet aussi d'ailleurs, alors qu'en fait, derrière, le risque, il est faible. Et vous voyez, donc du coup, ces réglementations qui se développent progressivement sont des réglementations qui poussent à avoir des cartographies de non-conformité, je dirais silo par silo, et dans chaque silo assez détaillé. Et ensuite, il va être difficile d'arrimer ces cartographies, et c'est toutes les discussions qu'on a depuis quelques années, moi depuis 5 ans, d'arriver à arrimer, je dirais, risque et conformité, pour dire, OK, on a besoin, je l'entends bien, de cartographie détaillée, réglementation par réglementation, avec d'ailleurs parfois des méthodologies qui sont propres à chaque réglementation, parce que chaque réglementation arrive avec son propre critère. Mais à un moment donné, ces cartographies-là, il faut aussi qu'on soit en capacité de les arrimer à la taxonomie, à la cartographie générale des risques, globale des risques, parce que sinon on perd l'objectif majeur d'une cartographie, qui est, avant d'avoir une cartographie pour faire plaisir à un superviseur, c'est d'abord d'avoir une cartographie pour qu'elle soit utile en interne. Utile en interne, ça veut dire c'est un outil de communication qui doit être unique, et un outil de communication qui, du coup, doit permettre de donner une vision simple, synthétique, facilement compréhensible, et qui permet de hiérarchiser les sujets pour pouvoir prendre des décisions. C'est encore une fois le mot d'ordre majeur. Alors sur CSRD, comment est-ce qu'on intègre CSRD à la gestion des risques? Ben, effectivement, CSRD, c'est une bonne question parce que on est sur un sujet qui adresse à la fois le risque climatique, donc ça adresse à la fois des risques financiers. Alors, on voit bien que si on a une dérive climatique, on va avoir une dérive de la sinistralité, et donc sur des sujets en effet d'assurantiard, on peut avoir une dérive du risque technique. Donc là, on voit bien qu'on adresse des risques financiers. Si on est sur du risque de crédit qui intéresse moins en effet les assureurs, quoique lorsqu'on est en assurance emprunteur, il peut aussi y avoir un lien, bien sûr, et bien là aussi, on va avoir des impacts financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, financer du crédit sur des habitations, si on parle de crédit aux particuliers, qui sont sur un trait de côte avancé, alors qu'on sait que la montée des eaux va faire reculer le trait de côte, en effet, ce n'est pas forcément la meilleure idée, et on peut s'exposer à une hausse, là aussi, du coût du risque. Donc on voit bien que le risque climatique a un impact très direct sur les risques financiers. Mais le risque climatique a aussi un impact sur le risque opérationnel. Il a un impact sur le risque opérationnel, en particulier parce qu'il s'agit d'une, je dirais, d'une réglementation particulière, CSRD, avec des obligations de mise en conformité, avec des obligations de financement vert, ou au contraire une désincitation au financement brun, etc. Et donc, en effet, ce risque climatique et les réglementations qui l'accompagnent font apparaître
des risques de non-conformité qui sont de plus en plus importants dans nos cartographies. Et puis, en termes de risque opérationnel, on peut aussi identifier d'autres risques opérationnels, puisque le risque climatique peut aussi avoir, par exemple, des impacts sur la continuité d'activité de l'assureur lui-même, de l'institution financière elle-même, puisque là aussi, hausse des événements climatiques, dégradation de certains locaux, par exemple, inondations. Si les locaux se situent, là encore, dans une zone inondable, vous pouvez avoir des phénomènes d'interruption d'activité. Si vous avez des tempêtes qui détruisent les infrastructures, ben vous allez avoir des difficultés à opérer, etc., etc. Donc le risque climatique aussi, pour le compte propre de l'assureur, peut avoir des répercussions en matière de risque opérationnel. Donc la difficulté du risque climatique, c'est d'apprécier ce double impact, en fait, donc l'impact en effet sur les risques financiers et l'impact sur les risques opérationnels et de non-conformité. Et donc là aussi, avec CSRD, besoin de nouvelles cartographies, de nouvelles matérialités, etc. Et tout l'enjeu, ça va être de ne pas établir une nouvelle cartographie intégrant les risques climatiques qui soit à part, mais plutôt d'arriver à articuler les cartographies existantes, la cartographie existante, avec le risque climatique, les notions de risque climatique, de façon à ce qu'on ait vraiment une cartographie des risques climatiques qui soit soluble dans la cartographie générale et que ça ne devienne pas un élément de plus qu'on met à côté et qu'on ne permettrait pas de hiérarchiser. Alors, on a parlé donc taxonomie. La taxonomie, c'est l'emboîtement des différents risques ensemble. Vous avez compris, avec des problématiques de granularité différentes. On a aussi des problématiques de méthodologie d'évaluation. Quand on parle de risque financier, bon, bah, on est sur une échelle d'impact financier. Hein, effectivement, vous avez une baisse des marchés, vous avez une hausse de la sinistralité, vous avez des non-remboursements de crédit qui viennent effectivement impacter directement, soit par du manque à gagner, soit généralement par des pertes directes, d'accord, les risques de l'institution. Lorsqu'on est sur des risques opérationnels, le risque opérationnel peut générer, de façon large, incluant le risque de non-conformité, mais en général, peut effectivement générer des pertes financières, mais peut aussi générer ce qu'on appelle des conséquences non financières, des impacts non financiers. L'impact non financier, c'est quoi? C'est impact sur l'organisation. La réalisation d'un risque peut complètement désorganiser effectivement l'organisation mise en place. On peut être amené, ben voilà, effectivement, loi Eckert, non-conformité à la loi Eckert. Moi, j'ai le souvenir dans des périodes passées où on a dû être contraint de recruter des bataillons d'intérimaires pour pouvoir traiter les dossiers qui n'étaient pas traités correctement. Donc là, on a un vrai impact sur l'organisation, mise en place de task force, etc. etc. Donc ça, c'est un premier type d'impact. On peut avoir des impacts humains, par exemple, sur effectivement la santé et la sécurité au travail, le climat social, hein, le risque opérationnel peut conduire effectivement à des accidents, peut conduire à des maladies, peut conduire à des conflits, des situations de grève, etc., dans un certain nombre de cas. Et puis, on a aussi les effets de réputation qui sont importants, dont on a parlé au tout début, qui là aussi peuvent donc survenir. Et puis enfin, tout ce qui est bien entendu interruption d'activité, qui là aussi peut intervenir en fonction de la nature du risque qui se réalise. Lorsque l'on est sur des risques opérationnels, donc on voit bien qu'on peut cumuler des impacts financiers et des impacts non financiers. Donc la réalisation d'un risque peut conduire à une perte, peut conduire à une fraude, hein, typiquement une fraude interne, une fraude externe conduit à une perte, hein, donc c'est bien un impact financier. Et puis un même risque peut conduire à des impacts financiers et parfois non financiers, et puis parfois certains risques ne conduisent qu'à des impacts non financiers. Et là, c'est en général ce qui se passe d'ailleurs sur les sujets de non-conformité. Sur les sujets de non-conformité, en général, les impacts qui sont les prédominants sont des impacts non financiers, parce que même les questions de sanctions, si vous voulez, effectivement, ne vont pas être appréciées avec l'échelle d'impact financier qu'on a l'habitude d'utiliser. Encore une fois, perdre 1 million d'euros parce que j'ai eu un processus défaillant qui fait qu'à un moment donné, je dois faire face à des coûts supplémentaires pour résoudre la situation,
ça fait mal, mais 1 million d'euros, dans la plupart des cas, c'est complètement absorbable. En revanche, perdre 1 million d'euros parce qu'on a reçu une sanction et on doit payer une amende, là c'est très différent. Évidemment, vous voyez que l'échelle d'appréciation financière n'est pas de la même nature. Et puis enfin, se posent des questions, après avoir parlé taxonomie et méthodologie d'évaluation, se posent des questions de processus. Comme à la fin, on a un seul exercice de cartographie, mais qu'on a de multiples contributions, et bien, se pose des questions de qui collecte l'information auprès des métiers. Est-ce que ce sont les risques? Est-ce que c'est les risques collectent l'info sur les risques financiers et les risques op, et puis la conformité collecte l'info sur les risques de non-conformité, avec potentiellement des campagnes de collecte qui sont dans des calendriers différents, selon des formats différents, auprès de personnes qui parfois peuvent être les mêmes personnes dans les métiers. Et donc là, on peut avoir une risque fatigue qui se développe. Hein. La risque fatigue, c'est quoi? C'est de multiples contributions ou demandes de contributions finalement pour la même chose. Voilà, donc peut-être un intérêt à s'articuler, mais s'articuler, ça a des coûts de coordination aussi, hein, entre risque et conformité. Et puis après, quand on est dans une situation de groupe d'assurance, par exemple, effectivement, se pose la question aussi de collecter l'information depuis les filiales avec des questions de décalage ou d'alignement des calendriers, d'alignement là aussi des méthodologies d'évaluation au sein d'un groupe entre différentes entités, sachant qu'évidemment on a un intérêt à aligner certains aspects, parce que sinon on n'est plus capable là aussi de faire la synthèse, si on additionne des choux et des carottes, mais en même temps, il n'est pas toujours absolument indispensable d'homogénéiser complètement la méthodologie, ce n'est pas toujours indispensable, parfois pour des questions aussi tout simplement de proportionnalité, hein, on peut être amené à déterminer des règles un peu différentes pour des entités de taille plus petite. Quelle méthode pour consolider? Voilà. Est-ce que quand je reçois l'évaluation de risque d'une petite entité qui pèse pour 3% de l'activité globale, et puis ensuite je reçois à côté l'évaluation de risque pour une entité qui pèse 20%, comment est-ce que je fais la synthèse de tout ça? Voilà. Comment d'ailleurs est-ce que j'évalue le poids de chaque entité en fonction des risques? Parfois, les critères peuvent varier selon les risques. Et puis aussi, finalement, dans ma cartographie in fine au niveau groupe, je vais être amené à faire une restitution qui sera sur l'ensemble du périmètre. Oui, mais il y a des fonctions risques aussi dans les entités. Donc, comment est-ce que je m'articule et je me coordonne avec ces fonctions risques pour ne pas être en incohérence avec les messages qui ont été portés par ces fonctions risques au niveau des boards de chacune de ces entités, incohérence avec ce que moi je pourrais remonter comme information à l'échelle du groupe et qui pourrait mettre en difficulté un petit peu tout le monde. Voilà un petit peu les enjeux qui s'adressent donc aux différents acteurs, aux différentes parties prenantes en matière de cartographie des risques opérationnels et de non-conformité. Merci Yoris pour cette présentation très, très large du coup de cette cartographie des risques. J'ai oublié de préciser que tu étais un des intervenants de la formation côté de l'Institut du risque management. Donc si cette présentation vous a intéressé, ben, vous aurez le contenu complet en participant à la formation. Et le lien est ici. Donc la formation conformité et assurance donc démarrera le 12 septembre prochain, donc et terminera le 9 octobre avec une session, une demi-journée d'examen. Examen qui se passe avec un QCM sur l'ensemble des interventions et un petit cas pratique à passer avec un passage à l'oral. Au niveau du montant, donc comme c'est inscrit, c'est à 5 500 € net de TVA et vous avez la possibilité d'un financement CPF parce que du coup, c'est une formation qui est inscrite au répertoire spécifique de France Compétences depuis cette année. Donc, possibilité d'avoir ce financement. Donc, c'est toujours intéressant à prendre. Au niveau du calendrier, donc c'est des modules de 3 jours. Et sur les modules de Dauphine, vous avez des journées qui sont le samedi, ce qui permet également d'avoir un petit peu moins de journées pendant le temps de travail. Ça peut toujours être aussi intéressant au niveau de votre emploi et de le proposer en termes à votre employeur, pardon. Écoutez, on va passer à la phase, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les indiquer via le chat.
Et oui, j'ai oublié de la slide sur les modalités d'inscription. Donc, tous les dossiers sont à envoyer avant le 21 juin. Donc, vous avez l'adresse formation que je reçois. Le dossier de candidature est à envoyer. Donc, c'est le formulaire d'inscription complété, évidemment, avec une lettre de motivation et votre CV. Tous ces documents sont téléchargeables sur soit le site de Dauphine, hein, soit sur le site de l'Institut du risque management. Vous retrouverez tout assez facilement. Et puis, n'hésitez pas, de toute façon, je suis le contact pour obtenir des renseignements sur cette formation. Donc, je vous laisse envoyer vos questions si vous en avez. Sinon, c'est que Yoris, tu aurais été très, très précis dans ta présentation. En tout cas, j'aurai le plaisir d'approfondir cet échange, même s'il n'y a pas eu beaucoup de questions, effectivement, avec ceux qui rejoindront le parcours. Et donc, on aura le plaisir de se croiser. Ce qui est intéressant dans les participants, ce que je vois, et je leur fais un petit coucou, c'est qu'il y a des anciens stagiaires du certificat management des risques financiers et assurantiels. Parce que c'est forcément un domaine qui touche, la cartographie des risques, c'est un petit peu parallèle dans beaucoup de domaines. En tout cas, ce sont des enjeux passionnants. Effectivement, aussi, pendant la formation, on a la chance d'avoir aussi des échanges qui permettent de confronter un peu des visions. Il n'y a pas des visions uniques, il n'y a pas une vision unique, il y a plutôt une variété de visions en fonction de chaque entreprise, chaque institution. Encore une fois, sa taille, la complexité des activités, sa culture. Voilà. Et c'est ça aussi qui est intéressant de confronter. On va encore laisser quelques petites minutes si vous avez des questions. Sinon, après, on terminera ce webinaire. Vous recevrez donc de toute façon le replay de cette présentation avec le support. Et puis, comme c'est indiqué, vous pouvez aussi retrouver notre chaîne YouTube où vous retrouverez d'autres webinaires sur le sujet de la conformité, mais bien sûr sur d'autres sujets. Et n'hésitez pas également à vous connecter à notre LinkedIn de l'Institut du risque management où vous retrouverez toute notre actualité. Vous pouvez justement avoir accès à tous les replays que l'on fait des webinaires et puis tous les renseignements sur nos différentes formations que vous retrouvez bien évidemment également sur notre site internet. Donc, je vous invite un petit peu à suivre tout ça. Ça vous permettra de vraiment voir l'actualité de notre organisme. Bon, écoute, visiblement, Yoris, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, donc je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire et je remercie encore tout le monde d'être en premier lieu Yoris, d'avoir répondu présent pour ce webinaire et puis je vous remercie tous d'avoir suivi et de vous être inscrits à cette présentation. J'espère retrouver certains. Donc, pour les inscriptions, il y avait également, ce que j'ai oublié de préciser, des personnes déjà inscrites à cette formation qui auront le plaisir de retrouver donc du coup Yoris. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.